Merci, mon cher ami, c'est Abid. Je voudrais aussi remercier le professeur Haïda pour son amicale invitation et lui demander et lui dire que je me tiens toujours prêt à venir animer tout ce qui souhaiterait, atelier ou autre. Alors, quand il m'a demandé de présenter l'examen du tympan, je me suis posé la question suivante, et on en a parlé en préambule avec Si Abid, à juste titre. L'otalgie fébrile en urgence pédiatrique, c'est souvent un examen qui envoie vers une antibiothérapie associée à une corticothérapie. On ne sait pas pourquoi. Et quand on reçoit les malades après 3-4 jours, que l'antibiothérapie n'a pas collé, on se rend compte qu'il y avait un énorme bouchon de cérumen et on se pose la question de savoir comment le pédiatre a fait le diagnostic de cette otite. Voilà, donc déjà, à partir de là, se poser la question et dire, vous savez, nous, en ORL, à l'hôpital où je travaillais, il fut tel temps où on amenait nos boîtes chirurgicales, parce que chaque individu avait des affinités pour tel ou tel matériel fin pour la chirurgie de l'oreille, que ne pouvait pas malheureusement apporter l'hôpital. Je pense qu'il est temps de changer. Maintenant, les hôpitaux ont les moyens. Il faudrait que les centres des urgences soient au moins équipés d'instruments ou d'outils adéquats. Alors, on va aller sur deux cas cliniques très simples. Regardez, un enfant de 5 ans qui, au décours d'un rhume banal, a une petite otalgie à gauche, pas de fièvre, avec une toute petite hypoacousie. Je vous pose la question, regardez, le tympan est magnifique. Vous avez rarement la possibilité de voir un tympan pareil. D'accord? Donc nous, il nous est donné, maintenant qu'on opère l'oreille, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe à l'intérieur et on est devenu réellement, avec les moyens qu'on a, des experts de l'examen otoscopique. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur cette situation? Est-ce que vous envoyez une antibiothérapie et laquelle? Vous donnez une corticothérapie? Ou vous vous dites, ben écoutez, il est enrhumé, c'est normal, l'oreille aussi s'est enrhumée, et donc surveiller suffira. La deuxième situation est celle-ci, pas plus tard qu'avant-hier, un enfant de 12 ans, dans des circonstances que j'ai tout de suite édictées, mais bon, qui sont un peu passées sous silence, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un gros conflit familial, une douleur à gauche, un assourdissement à gauche, et avec une petite hypoacousie. Celui-ci? Non, du tout. La conduite à tenir, regardez, je crois que l'examen ici est extrêmement simple. Vous avez 2 éléments qui vont vous mettre tout de suite sur la voie. Alors, vous avez tout de suite compris, dans la première situation, il s'agissait d'un épanchement rétrotympanique, s'il vous plaît. Pas d'otite séromuqueuse. Il s'agit d'un épanchement rétrotympanique. Quand vous posez le diagnostic d'otite séromuqueuse, il faut un diagnostic chronologique. Il faut que vous ayez cet épanchement qui stagne pendant au moins 2 mois. D'accord? En haut, de l'autre côté, vous l'avez tout de suite compris. Alors, d'après vous, de quoi il s'agit? Regardez. Oui. Quel type de perforation? Regardez. Vous avez un élément ici qui est exceptionnel. Vous avez vu? Le petit saignement prémartellaire. Lui, ça ne mange pas de pain. Quand vous avez ça, toutes les hôtesses de l'air, dans l'avion, quand elles arrivent et qu'elles ont, au moment de l'atterrissage du mal, vous examinez le tympan, ça a saigné derrière le tympan. Ça, c'est un barotraumatisme. Et le barotraumatisme, ben, il peut venir également sur une oreille gauche après une gifle. Effectivement, cet enfant, cet adolescent de 12 ans avait été giflé par son papa, et donc il y a une perforation post-traumatique ici dont le diagnostic est simple. Bien. Donc vous voyez bien que dans ces 2 situations, la décision reposait quand même sur la qualité de votre examen clinique. Au début, le préambule, je n'examine pas le tympan, il a une fièvre, il se met la main à l'oreille, bon, je pense que c'est une otite, c'est faux. Une angine avec otalgie réflexe peut donner exactement le même tableau. D'accord? Donc méfiez-vous. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que quand on examine, on regarde le membrane tympanique et la membrane tympanique s'offre à vous et elle présente 3 couches d'épaisseur différentes. La première couche, c'est la couche épidermique qui vous regarde. C'est pour ça que, comme l'épiderme est blanc, on dit que le tympan est nacré, qu'il est exactement comme une perle. Il est luisant, blanc, nacré. Voilà, la couche épidermique. Ensuite, au milieu, vous avez la couche fibreuse
Et à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui répond à l'oreille moyenne, c'est une couche muqueuse. Donc en fait, quand vous regardez le tympan, s'il vous plaît, je ne fais pas une lecture du tympan. Je fais une lecture de l'oreille moyenne. Vous avez compris. C'est une vitre qui est ouverte sur l'oreille moyenne. Et ce que vous voyez de rouge sur la membrane tympanique, ce n'est pas le tympan qui est rouge, c'est l'inflammation de la muqueuse de l'oreille moyenne que vous avez vue au travers d'un tympan transparent. Bien. Alors, n'oubliez pas qu'entre les deux, vous avez ce manche du marteau qui est complètement imbriqué dans la membrane tympanique, dans la fibreuse de la membrane tympanique, à telle enseigne qu'on ne parle pas de marteau et de tympan, on parle, d'après la cohésion, d'un complet système tympano-ossiculaire. Et puis vous avez derrière, regardez, ce qui vous permet en jaune de fixer le tympan au fond du conduit, au niveau d'une rainure osseuse qu'on appelle le bourrelet allulaire. Et là maintenant, quand vous connaissez l'anatomie, vous allez rapidement savoir ce qui se passe. Alors comment on examine ? On examine très simplement. Quand je dis très simplement, c'est un peu une boutade, c'est une petite plaisanterie. Tirez le pavillon en haut et en arrière. Attention, chez l'enfant, ce n'est pas toujours en haut et en arrière. Des fois, c'est en bas et en arrière. Refoulement du tragus en avant. Et puis 3, j'avais appelé ça la 1-2-3, la fameuse technique 1-2-3 très simple. Il faut refouler le tragus avec votre otoscope, puis, s'il vous plaît, mettre l'œil sur l'oculaire, puis faire progresser. Pourquoi ? Même parce qu'il y a autant de formes du conduit que d'enfants, que d'individus. Donc si vous appuyez et vous mettez l'œil après, vous savez pas, vous n'avez pas guidé votre pénétration au moment de la courbure du conduit auditif externe. Donc c'est très important de refouler le tragus, de mettre l'œil sur l'oculaire, et c'est à ce moment-là que l'on fait progresser son otoscope pour orienter le spéculum en fonction de la direction du conduit. Bien, en fait, et ça c'était extraordinaire, quand on était enseignant à la fac et qu'on avait des étudiants qui venaient passer les ESSO, qu'on appelait, qui ont changé de nom depuis, mais dans les ESSO, on leur donnait l'examen otoscopique, on leur donnait un otoscope, dès qu'il faisait mal au patient, que le patient bougeait la tête, c'est que la technique n'était pas encore complètement intégrée. Donc l'examen otoscopique doit être absolument indolore. Alors chez l'enfant, c'est un peu différent. La position est aussi de certaines conditions. Là, je vous ai mis une image de quelqu'un de grand qui va se laisser faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, déjà qu'ils ont été un peu malmenés, pour les enfants, la circoncision, ils ont souvent peur du médecin. Donc en plus, quand ils voient la lumière, un endoscope, une petite atmosphère un peu étrange, et donc ils ont souvent peur. Donc nous, on ne fait pas de sentiments. Quand les mamans commencent on les met dehors, enfin je veux dire avec beaucoup de gentillesse, parce que des fois ils ne peuvent pas tenir leur enfant. On a les assistantes qui font ça. La coercition, l'enfant doit vraiment être maintenu, la tête tournée, on tient les bras, et ses pieds doivent être croisés en bas par les pieds de l'aide. L'otoscope doit être nettoyé, bien sûr. On doit avoir changé les piles. Il n'est pas question de mettre une petite lumière. La lumière doit être forte. Aujourd'hui, les otoscopes sont avec des lumières froides. Donc vraiment, ça envoie pratiquement la lumière du jour. Ensuite, vous nettoyez. Alors oui, ça, le grand problème, c'est ça pour le pédiatre. Qu'est-ce qu'on fait du cérumen ? S'il y a des croûtes, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on nettoie ? Est-ce qu'on est en mesure de nettoyer, etc. On va peut-être en parler à la fin, je laisse ça pour la fin. Alors, chez l'enfant, il y a une petite particularité anatomique quand même. Regardez, s'il vous plaît. Dans les 3 situations, on a le choix du spéculum qui est important. Ne prenez pas le spéculum le plus étroit. Vous allez passer, c'est sûr. Mais le plus étroit ne va pas vous donner un bonjour. Ne prenez pas le plus large. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez le plus large et que vous vous faites passer au fond du conduit, vous le faites progresser dans le conduit, il va ramasser toute la cire qui est sur les parois du conduit, ça va gêner votre visibilité. Vous voyez que l'obliquité n'est pas du tout la même chez l'enfant et l'adulte. Et regardez cet espace-là, regardez, avec une flèche, regardez ici, et là, la partie postérieure du tympan est quand même assez proche du méa. Donc méfiez-vous,
quand vous mettez un otoscope qui est long, ben, des fois, malheureusement, on peut être traumatique pour la membrane tympanique parce que celle-là vient bien en arrière. L'angulation est de 50 avec le tympanal et de 20% chez l'enfant. Bien. Alors, cette notion-là, la membrane tympanique nous offre son revêtement épidermique, c'est ce que vous voyez. La couleur, elle est blanc, gris, rosé, nacré, puisque c'est celui de l'épiderme. La texture, il est fin et transparent. D'ailleurs, quand on fait un examen clinique dans une observation, dès le moment où on a mis tympan fin et transparent, ça veut dire que l'étudiant a tout compris. Hein. Il a compris qu'il n'y avait rien au travers et que c'était parfaitement fin aussi. Et le relief, le seul, c'est celui du manche du marteau, qui est oblique en bas en arrière. Alors, voilà, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la lecture de l'oreille moyenne. Lecture du tympan, c'est très bien, mais quand vous approfondissez, c'est plus la lecture de l'oreille moyenne. Alors, si je veux lire l'oreille moyenne, il faut que je sache ce qu'il y a derrière le tympan, une fois que j'ai enlevé le tympan. Et oui, regardez, quand j'enlève la membrane tympanique, j'ai des structures qu'il faut que vous sachiez reconnaître. Là, vous voyez bien, ici, j'ai le manche du marteau, vous le voyez bien, qui est oblique en bas et en arrière. C'est une oreille droite ou une oreille gauche? Droite ou gauche? Tout le monde regarde l'obliquité du manche du marteau, n'est-ce pas? Mais si on tourne l'image, oui, si on tourne l'image, l'obliquité va se retrouver pour une oreille gauche, alors que si Abid a tout à fait vrai, c'est une oreille droite. Pourquoi? Même parce que la chaîne ossiculaire qui est derrière est dans le cadran supérieur et externe, d'accord? Donc, eh ben, c'est une oreille droite, puisque dans le cadran postérieur, ben, vous avez la branche descendante de l'enclume. La deuxième, c'est la branche descendante de l'enclume, vous l'avez reconnue. La troisième, c'est l'articulation incudostapédienne. Et 4, la niche de la fenêtre ronde. Et le 5, l'orifice de la trompe d'Eustache. Donc ça, dès que vous mettez le tympan dessus, ben, au travers, sur un tympan normal, ben, vous allez devoir reconnaître ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas d'inconnu derrière la membrane tympanique. Et regardez, cette image est extrêmement riche d'enseignements. Regardez, quand vous voyez le tympan de face, la caisse du tympan est vue de profil. Voilà ce qu'il faut que vous compreniez. J'ai un tympan en face de moi, je le vois de face, mais en fait, regardez, ben, la caisse du tympan, elle, est vue de profil. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je vais voir net toutes les structures qui sont sur la membrane tympanique, c'est-à-dire je ne vais voir que le manche du marteau, bien évidemment, et je vais deviner toutes les structures qui sont en dehors de la membrane tympanique, c'est-à-dire dans un autre plan. D'accord? C'est pour ça que dès le moment où vous avez une bonne visibilité de la branche descendante de l'enclume, le diagnostic de rétraction tympanique doit tout de suite sauter aux yeux. Ça veut dire que le tympan a été aspiré vers l'intérieur. D'accord? Voilà. Alors, quel est l'objectif? Ben, l'objectif pour vous, déjà, c'est de dire c'est un tympan normal ou il ne l'est pas. D'accord? Ou il est pathologique. Alors, pour le choix, regardez, vous voyez, nous c'est fini ça. Alors, quand vous voyez encore un cabinet équipé de spéculum, douez, métallique, comme ça, vous tournez le dos et vous quittez. C'est terminé en ORL, ça. Hein, c'est les années 30. Aujourd'hui, tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, utilisent, c'est la lumière frontale est un peu révolue, vous voyez, tout ce qu'on peut faire. Moi, je suis très content, puisque déjà à Casablanca, je connais au moins 3 ou 4 ORL, j'en parlais à Abid, qui sont équipés de ça, à savoir d'un otoscope avec une caméra et une lumière, un écran à l'extérieur sur l'otoscope qui permet de visualiser le tympan. C'est déjà très bien, parce que ça leur permet non seulement de regarder et de montrer aux patients, mais surtout de s'exercer à connaître davantage, parce que plus vous en avez vu, et mieux vous vous porterez en termes de diagnostic. Alors, aujourd'hui, c'est les caméras 4K. Regardez, à l'époque, maintenant, il y a de l'auto-endoscopie avec des optiques, avec des caméras HD, avec une lumière LED. Donc, vous voyez le tympan qui fait, s'il vous plaît, combien? Le tympan fait 1 cm², 0,9. D'accord? 0,9 cm², vous le voyez sur un écran de 32 pouces. C'est juste incroyable. C'est comme ça qu'on opère aujourd'hui les oreilles grâce à l'endoscope, hein, parce qu'on est équipé. Alors, cette notion, pourquoi tirer le pavillon en haut et en arrière?
ou en bas et en arrière. Pourquoi? Vous l'avez compris? Vous l'avez compris? Oui, non? Oui, pour dégager le conduit. Encore mieux, regardez. On regarde là. Et puis, il y a une petite zone charnière qui est ici, entre la graisse et le début du tympanal. Eh bien, cette forme ici, ben, ce point va se déformer. Regardez la vidéo, s'il vous plaît. Sur la vidéo, ben, vous allez voir, je suis en train de faire un examen et je tire sur le pavillon en haut et en arrière. Ça vous permet d'horizontaliser et de faire en sorte que le tympan soit parfaitement accessible à votre examen clinique. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, on va voir donc, les formes. C'est tympan transparent, tympan gris, tympan brillant et, ma foi, tympan, parfois, il a quelques petites variantes. Hein, et ça, j'en appelle à vous pour vous remémorer cela. Quand on a des plaques blanches sur le tympan, c'est tout simplement des cicatrices de quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Alors les patients sont contents quand c'est des adultes. Vous mettez la caméra, ah ben tiens, vous avez eu des problèmes dans l'enfance, vous avez eu des aérateurs ou quoi. Ils sont contents de savoir que, a posteriori, vous avez fait un diagnostic. D'accord? C'est important. Ça, c'est des variantes. Tympan fin et transparent, je crois qu'on l'a déjà vu. Alors le checklist, on va passer rapidement. Décrivez ce que vous voyez rapidement. C'est la couleur, la transparence et la brillance. Ce sont les 3 éléments fondamentaux pour vous, pour la membrane tympanique normale. Alors regardez ça par exemple chez un enfant. À l'époque, hein, ça, je ne sais plus quelle date, mais ça doit remonter à bientôt 10 ans. On avait déjà ça, une optique avec la caméra en face, voyez, que l'enfant puisse voir, que la famille voit en même temps. Regardez la taille du tympan que vous arrivez à voir. Bien sûr, tout le monde n'est pas équipé. Pourquoi pas? On va se dire pourquoi pas. Aujourd'hui, vous avez des appareils qui, bon an, mal an, coûtent 7 à 8 000 dirhams. Pourquoi pas? Si vous voulez, voilà quoi, si on veut demain être plus performant dans l'examen du tympan, ben personne ne vous dira pourquoi vous êtes équipé. D'accord? Certainement pas les ORL. Regardez, on a même ça. Il y avait un moment un gadget qui était sorti. Quand un pédiatre m'envoyait un enfant pour voir le tympan, ben je le filmais directement sur mon smartphone et directement sur WhatsApp, je lui renvoyais en disant « Écoute, je te remercie » avec un commentaire audio. Voilà ce que le patient avait. C'est une otite séreuse, une perforation, etc., etc. Voilà, donc c'est pour vous dire, regardez là encore, c'est chez un adulte, mais c'est un examen simple. Tous les tympans ne sont pas tous difficiles à exposer. Regardez cette dame sous microscope. J'ai même pas mis de spéculum, juste en tirant le pavillon, vous voyez le tympan au travers. D'accord? Voilà, donc le tympan, c'est le manche du marteau, encore, le triangle lumineux, et le fameux bourrelet. Vous voyez l'annulus fibreux? Eh bien, cet annulus fibreux, ben, vous le voyez, il est là, il est blanc et il fait le tour de la membrane tympanique. Ça veut dire quoi tout ça? Ben, ça veut dire que quand vous examinez un tympan, il faut voir le tympan sur 360 degrés parce que vous ne savez pas ce que peut cacher la fameuse membrane de Schrapnel, hein, rappelez-vous, la partie supérieure du tympan qui, elle, n'est faite que de couches. Il n'y a pas de couche fibreuse, donc elle est moins résistante. C'est là où il y a le plus de poches de rétraction et c'est là où va se développer un cholestéatome. Voilà, alors voilà le tympan normal, reconnaître un tympan normal et se poser des questions. Attention à la relation nez-gorge chez l'enfant, ça je crois qu'on ne va pas vous le faire. Hein. Les végétations, la rectitude de la trompe d'Eustache, la brièveté, la diminution des muscles péristaphylins qui sont encore immatures. Donc tous ces facteurs-là vont faire que malheureusement le nez est le point d'entrée de l'inflammation de l'oreille moyenne. Je dis bien inflammation, hein. Ce n'est pas toujours une infection, c'est plus souvent une inflammation et l'infection va venir par la suite se mettre en place. Voilà, donc les 4 questions, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que le tympan est bombant? Est-ce qu'il est translucide? Est-ce qu'il y a un épanchement visible? Est-ce qu'il est intact ou pas? C'est est-ce qu'il y a une perforation ou pas? Donc voilà les différents éléments qu'il faut reconnaître. Le bombement, la translucidité, est-ce qu'il y a un épanchement et s'il est intact ou pas? Ce sont les questions, le checklist. Le pédiatre, en regardant, doit se poser ces questions-là. On va aller sur quelques images maintenant de pathologie de l'oreille moyenne. Regardez ici, otite moyenne aiguë collectée, du pus dans le fond de la caisse, avec une vascularisation un peu qui n'est pas énorme. Hein, l'enfant ne se plaint pas beaucoup. Vous avez ça au décours d'un rhume sans vraiment qu'il y ait de fièvre. Vous allez voir la partie où il y a une fièvre, vous allez voir la différence. Là, il y a plus de pus, vous avez vu? Le pus, c'est une otite moyenne aiguë collectée
qui est bilatéral, plus d'un côté que de l'autre. Alors des fois, bizarrement, l'enfant ne se plaint de rien. Et les parents viennent vous voir parce que l'enfant ronfle, il respire pas du nez, il a de mauvaises nuits. Ben, quand vous regardez, vous êtes un peu surpris en regardant cet épanchement qui est du pus, mais qui ne bombe pas, qui n'est pas collecté, qui semble être arrêté. C'est une pathologie, c'est une entité nosologique qu'on ne sait pas où placer. Regardez ici, vous avez des phlictènes. Hein, la grippe fait ça. Hein. L'otite grippale, c'est ça. Ce sont des phlictènes qui sont sur la membrane tympanique et le diagnostic est otoscopique. Hein, vous pouvez pas. Et d'ailleurs, les patients vont saigner à un moment. En fait, dès que la cloque, le phlictène, un moment, dans la nuit, hop, il éclate et il saigne. Et les parents sont affolés parce que l'enfant a saigné de l'oreille. Et quand vous regardez et que vous faites votre interrogatoire, le diagnostic est posé. Les otites moyennes aiguës, c'est aussi ça. Rappelez-vous, la plus grosse hauteur que vous ayez dans la caisse du tympan, c'est la partie postérieure de l'oreille. Donc c'est là où il va y avoir le plus de pus, là où il y a de la place. Donc c'est pour ça que dans les formes d'otite moyenne aiguë collectées, c'est souvent des croissants postérieurs, exactement comme ça. D'accord? Et qui bombent, et des fois ça va bomber même jusqu'à la peau. Ici, regardez cette vidéo, elle est édifiante. Même chose ici, otite collectée, et vous reconnaissez à gauche, sur l'oreille gauche, une otite avec un phlictène, vous le voyez, et le phlictène est pulsatile. Vous voyez? Et ça, c'est pas au travers du tympan, c'est à la surface du tympan. Donc ça, c'est extrêmement douloureux parce que ça met sous tension. Il suffit de mettre une petite aspiration, de vider le phlictène. Ce n'est pas une parasynthèse parce qu'on ne traverse pas le tympan. Hein, on affaisse juste et ça se passe très bien. Voilà les phlictènes qu'il faut affaisser et ça se passe absolument bien. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Ça, j'ai reçu à 3 jours, hein, cet enfant. Regardez comment ça bat. Regardez, ça, c'est une caméra 4K, 3D. Regardez là. Regardez comment ça bat. Vous avez vu comment c'est pulsatile? Ça, c'est une otite moyenne collectée. Et on voit au niveau de je voulais vous la repasser pour vous montrer une image extrêmement intéressante. C'est ce que vous allez voir en haut. Regardez, s'il vous plaît. C'est ce que vous allez voir là, au-dessus de la membrane tympanique. Tout le conduit qui est inflammé. Regardez, voilà. Ça, c'est la membrane tympanique, la pars tensa. Et ça, c'est la pars flaccida. Regardez comme elle est complètement luisante, bombante. On dit qu'elle est lézardée. Elle ressemble à la peau d'un lézard. Vous voyez, donc là, otite moyenne aiguë. On change de pathologie. C'est des otites séreuses. Hein. Rappelez-vous, otite amicrobienne, otite stérile, aucune antibiothérapie. Rappelez-vous, corticothérapie et hygiène nasale importante, 4 à 5 fois par jour. C'est très important, l'hygiène nasale. Hein. On passe rapidement, on dit qu'il faut laver le nez, mais vous savez, aujourd'hui, dans la pathologie rhinopharyngée de l'adulte, les polyposes, quand on lave 4-5 fois, on éradique les allergènes qui sont en place, les virus, les bactéries, tous les conflits anticorps-antigènes, tout est nettoyé et balayé à l'extérieur par le mouchage. Il faut savoir le faire chez l'enfant. Cet épanchement, donc, c'est différent d'une collection. Attention, ce n'est pas la même chose. Là, on a une otite séreuse bulleuse, vous avez vu? Vous avez des bulles. Quand il y a des bulles, c'est comme dans la bouteille de Coca-Cola, c'est-à-dire qu'il y a de l'air et de l'eau. Donc ici, l'oreille reste aérée, mais il y a des bulles. De l'autre côté, à gauche, l'oreille est complètement pleine. Ça, le premier symptôme, ce n'est pas la douleur, ça va être très bien l'hypoacousie, parce que le tympan ne va malheureusement pas vibrer et la compliance tympanique est abaissée, voire aplatie complètement. Voilà, on va voir quelques autres otites, je pense. Voilà, c'est les otites phlicténulaires. Voilà ce que vous aurez à voir. Voilà ce que vous aurez à voir, je pense. Je ne sais pas si on va les démarrer. Voilà. Ça c'est des otites, comme on a vu. Hein. Et quand vous avez cette image ici, au milieu, ça, c'est un phlictène qui s'est affaissé. Et vous faites le diagnostic a posteriori d'une otite moyenne aiguë phlicténulaire, c'est-à-dire en rapport avec une grippe. Alors là, il n'y a pas d'antibiotiques à donner, on est bien d'accord. Il faut continuer à laver le nez, donner des gouttes auriculaires qui vont avoir un contact avec le tympan, dans lesquels il y aura de la lidocaïne pour anesthésier un peu, bien sûr, sous couvert qu'il n'y ait pas
de perforation tympanique parce que les gouttes huileuses sont interdites à travers un tympan. Il y a des risques de surdité définitive. D'accord ? On est bien d'accord. Alors, vous inquiétez pas. Même si l'oreille coule, vous dites à la maman, si l'oreille coule, arrêtez les gouttes. Mais si elle a mis 2-3 gouttes avant et qu'elle s'en est rendue compte après, c'est pas bien grave. Vous savez pourquoi ? Même parce qu'il y a un flux sortant et un flux entrant. Quand vous avez une cascade de pus qui sort vers l'extérieur, c'est très difficile de penser que les gouttes vont aller à l'intérieur. Nous, on le fait sous couvert d'une aspiration. C'est pour ça que dans quelques otites chroniques, on aspire et on met des gouttes qu'on a dans le cabinet et on met des gouttes pour que les gouttes passent directement au niveau de l'oreille moyenne. Voilà, donc je crois qu'il faut se donner les moyens d'un bon examen otoscopique. Quand on veut faire du travail de qualité, moi j'ai souvenir de gens que je ne nommerai pas, mais de très très grands pédiatres qui sont aujourd'hui à la retraite et qui me disaient « Écoute, j'ai vraiment du mal pour voir le tympan, j'arrive pas, est-ce que tu peux m'éclairer ?» Je trouve ça extrêmement noble parce que chacun doit connaître ses limites et je pense qu'il faut les repousser. Vous êtes là, l'examen des tympans fait partie de l'examen clinique de l'enfant. Il faut absolument savoir examiner un tympan et si on ne le sait pas et qu'on a une impasse là-dessus, qu'on fasse des formations, qu'on fasse des ateliers, qu'on demande à ce qu'on apprenne, d'accord, et qu'on s'équipe surtout. Et n'oubliez pas, l'examen du tympan chez l'enfant, c'est voir juste et pour décider juste. Parce que rien ne peut être décidé si vous avez un examen du tympan qui est hasardeux ou encore que vous ne sachiez pas reconnaître ce que vous êtes en train de voir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Chili pour cette iconographie que seul un ORL, un bon ORL pourrait avoir. En tout cas, pas un pédiatre. La parole est à la salle. Oui, Bachir Arrad, ne parlez pas de test de diagnostic rapide. Moi, j'ai 2 messages à passer à la salle. Le premier, c'est de s'équiper d'un auto-otoscope correct. Vous avez les vidéo-otoscopes, vous avez des smartphones otoscopes. Et vous avez aussi, oui, vous avez différents types d'autoscopes qui existent dans le marché. Des vidéo-otoscopes numériques. Vous avez des auto-endoscopes. Et vous avez aussi des smartphones otoscopes que vous pouvez coller à votre smartphone. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que vous avez des applications IA qui sont disponibles. Il y a de Lyon, il y a beaucoup d'autres. Vous pouvez même utiliser le chat GPT, mais si vous utilisez le chat GPT, n'hésitez pas à faire le bon prompt. Il y a un bel article qui fait le bon prompt. Oui, il faut d'abord apprendre à bien voir l'oreille moyenne, voilà, le tympan de l'oreille moyenne. Je pense que c'est surtout ça. La caméra, l'écran, ça s'apprend aussi. Et il faut avoir un ami ORL, avec qui vous téléphonez, vous discutez, vous allez voir, il vous visite, vous le visitez, c'est avec lui que vous allez apprendre. Moi, je suis disposé à prendre autant de pédiatres. Non, mais juste pour faire des formations, j'ai tout ce qu'il faut. On peut organiser ça au niveau des pédiatres, peut-être CASA, peut-être région, et montrer ce que c'est qu'un tympan de vrai avec une caméra, etc., si vous avez des difficultés. Je ne parle pas de l'otite moyenne aiguë. Il y a otite moyenne aiguë, il y a l'otite séromuqueuse, l'évolution vers la séromucosité. Et c'est avec un ORL que vous allez affronter ce problème. Oui, il y a la dame, Madame Mjelloun. Madame Shkroun. Bishkroun, سمحوا لي أنا كي تغلطوا لي بجوج ما عندي ما ندير. عروبي. Bonjour. Merci pour cet excellent. C'est filmé. D'accord. كاين مشكل. Merci pour cet excellent exposé. Moi, en tant qu'infectiologue pédiatre, je travaille dans un service qui reçoit 24 sur 24. Je suis interpellée par les complications des otites. Donc, on a des syndromes des Lémières, on a des thromboses septiques, on a des méningites compliquants, les otites. Donc, je réitère et j'insiste sur l'examen du tympan et sur le traitement correct d'une otite. Parce que vraiment, c'est des complications très graves, avec des séquelles, avec parfois des otites, des cholestéatomes. Donc, collaboration très forte entre ORL et pédiatre
et nous, on voit les conséquences si c'est pas très bien traité. C'est juste une remarque. Merci. Je voulais revenir à la douleur, à l'otalgie. Que ce soit des bébés qui pleurent, que ce soit même parfois des enfants de 4, 5, 6 ans, ils se tordent de douleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Otite, fièvre plus otalgie, ça ne veut pas dire qu'il y a une otite. Ça peut être un furoncle du conduit externe. Ça peut être une otite flectinulaire due à la grippe, quelque chose comme ça. Des fois, on ne sait pas quoi en faire. Moi, je pense qu'il faut un examen ORL complet. Nous, on a la chance Là, de... wesh, on sait un ORL pour éventuellement une ponction. Ben si... Ponction de quoi? Hein? Ponction? Tu as monté des images de otite flectinulaire et il faut soulager. AFC, oui, oui. Mais bon, ça dépend de l'âge de l'enfant, réellement. Nous, quand l'enfant a très mal, quand il y a une fièvre, souvent quand il se tient l'oreille, c'est une otite. Il ne peut pas y avoir de la fièvre, que de la douleur. Eh ben, il faut faire un examen ORL pour éliminer quelque chose. Alors la douleur est individuelle aussi. La traduction de la douleur chez l'enfant, il y en a autant que de personnes. Il y en a qui vont être là stoïques et vous posez la question est-ce qu'à un moment il a eu mal ou pas. Il y a des enfants qui, pour le moindre petit picotement, va aller affoler sa famille. Un examen ORL classique, regarder la gorge, regarder le nez, voir s'il y a un jetage postérieur et bien examiner le tympan. En votre nom, je remercie les 3 intervenants et on passe à la remise des cadeaux. Merci beaucoup pour les belles conférences. Madame Achour, Madame Ikken وسي عابد تاخذتي البرد بارك عليك واحد تصور معنا. تدموري عندك خطتين تدموري يعني مدام إيكن